Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Un magazine dans le cadre, bien sûr, de la campagne référendaire. Et notre invité ce midi, c'est Christopher Gégès pour les loyalistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes aussi porte-parole du gouvernement, en charge notamment de l'économie et des mesures de relance. Alors, les loyalistes présentent un projet pour ce référendum du 4 octobre. Un projet de société et une solution institutionnelle. Il y a 2 ans, vous ne l'aviez pas fait. Est-ce que ça avait manqué? Ça vous semblait indispensable cette fois-ci? Oui, très clairement, ça avait manqué. On a eu 2 critiques après le premier référendum. C'est la désunion des loyalistes, où finalement on s'était fait un petit peu campagne les uns contre les autres et on avait débuté un peu les provinciales trop confiants du résultat et il manquait un projet. Donc là, on a souhaité justement faire cette alliance des loyalistes qui marche bien, avec on arrive à faire une campagne sur le terrain beaucoup plus efficace que ce qu'on avait pu faire il y a 2 ans. Et on a construit ensemble un vrai projet. Ces 6 partis politiques différents que sont les Républicains calédoniens, le Rassemblement, le MPC, Génération, Tous Calédoniens et le Rassemblement National. C'est une vraie réussite et c'est une vraie fierté d'avoir pu présenter ce projet aux Calédoniens. Alors il manque parmi les partisans du nom Calédonie Ensemble qui n'a pas rejoint les loyalistes. Il prône un nom différent. Vous n'avez pas le même nom? Ouais, enfin, je sais pas ce que prône Calédonie Ensemble en ce moment. Je crois qu'ils sont un peu perdus en ce moment. Alors le regroupement de ces 6 partis que vous citiez il y a un instant, ils ont quand même des histoires différentes, voire des prises de position différentes par le passé. Ça a été compliqué de vous mettre d'accord pour faire un même projet, une même solution institutionnelle? On aurait pu penser que ça allait être compliqué. Au final, on a vu qu'on avait vraiment un socle commun. Ensuite, on a des différences à la marge. Il y en a qui sont un peu plus dans une identité calédonienne un peu plus poussée. On a des questions au niveau de l'avenir institutionnel qui étaient parfois divergentes. Mais au final, on a vu qu'on disait à peu près la même chose. Il y en a qui parlent de différenciation provinciale, de fédéralisme inter, de plus de compétences aux provinces. Et finalement, on s'est retrouvé derrière ce projet qui était quasiment le même et qui a été nourri justement avec les Calédoniens. Oui, justement, vous avez parlé d'une démarche participative. Vous l'avez construit comment ce projet? Déjà, il fallait mettre 6 partis d'accord et ensuite vous avez demandé aux Calédoniens comment ça s'est passé? Non, on a d'abord fait différentes réunions avec les Calédoniens partout en Nouvelle-Calédonie, que ce soit sur le Grand Nouméa, les îles, la côte Est, le Nord, déjà pour voir les attentes des Calédoniens. On s'est mis autour de la table avec les différents partis et ensuite on a reconsulté sur cette base-là, sur ces travaux, puisque on avait bien avancé, on l'a enrichi, on a eu des contributions notamment sur le foncier, sur les transferts de compétences, sur le gel du corps électoral et donc après ça on a pu le finalisé. Vous savez, j'ai été marqué par l'intervention du Premier ministre le lendemain du premier référendum qui nous avait dit, finalement, ces 30 dernières années, on s'est un peu concentré sur la tuyauterie institutionnelle et on a un peu oublié le projet de société. Donc, on a voulu répondre à ça en construisant un projet qui était à la fois sur la partie institutionnelle, parce qu'on voit qu'on arrive au bout de l'accord de Nouméa et que nos institutions sont périmé pour certaines, si je peux utiliser ce terme, et il fallait donner une vraie vision d'avenir sur la partie sociétale, c'est ce qu'attendaient notamment les Calédoniens. Oui, voilà, les Calédoniens sont moins intéressés à la limite par l'avenir institutionnel que par les questions de tous les jours, les retraites, le travail, les études, c'est vraiment ça qui les préoccupe. Ouais, très clairement, on voit que le quotidien est prégnant, même dans cette campagne. Et on a vu que dans la campagne référendaire, même si le quotidien des Calédoniens, c'est souvent des compétences des collectivités calédoniennes, des provinces, de la Nouvelle-Calédonie et des communes, on voit que l'apport de la France sur ce quotidien, il est important et c'est ce qu'on essaye d'expliquer tous les jours lors de cette campagne. Alors si on prend votre projet, votre plaquette de projets de société et de solutions institutionnelles, la première partie concerne les valeurs. Ces valeurs calédoniennes, valeurs de la République, ce sont les mêmes, sont des valeurs essentielles qui se combinent. Comment est-ce que vous voyez les choses et lesquelles sont les plus importantes? Ouais, c'est les valeurs de la République qui sont enrichies par la Nouvelle-Calédonie et par les Calédoniens. On voit sur la question de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, sur lesquelles on a voulu construire ces valeurs communes, finalement qui nous différencient aussi des indépendantistes, parce que quand on parle d'égalité, on voit que le projet du FLNKS est pas du tout dans l'égalité. Il y a une ethnie qui prend une prédominance sur les autres, et c'est même pas nous qui le disons. C'est-à-dire que j'ai vu le communiqué de la grande chefferie de Guama à Marais, qui aujourd'hui appelle à voter non à l'indépendance parce que le projet du FLNKS est ethnique et qui souhaite pas un projet ethnique. Donc nous, très clairement, ce projet autour de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, c'est un projet qui est ouvert à tous et qui offre vraiment
une vision de prospérité pour les Calédoniens. J'écoutais sur votre antenne il y a quelque temps de ça le président du groupe FLNKS, Pierre Chanel Tutugoro, qui nous disait que son modèle c'était le Vanuatu. J'ai beaucoup de respect pour nos amis vanuatais, mais quand on voit que au Vanuatu il faut choisir quel enfant on envoie à l'école parce que l'école est payante, pour nous c'est pas ça notre modèle de société. L'école elle doit être partout la même en Nouvelle-Calédonie, elle doit être gratuite, qu'on soit à Lifou, qu'on soit à Nouméa, qu'on soit à Koné, et on voit qu'on a une vraie divergence avec le FLNKS. Alors il y a aussi tout un chapitre sur l'identité calédonienne. C'est une notion dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est quoi être calédonien et est-ce que c'est important de le déterminer à ce moment de notre histoire ? Oui, bien entendu, on voit l'identité calédonienne, c'est pas être avec un chapeau de broussard au milieu de la brousse, c'est ni d'être à Nouméa avec ce qu'on a autour de Nouméa, c'est vraiment la somme des identités qui ont construit la Nouvelle-Calédonie. On a vu il y a le peuple premier qui était là, qui a une place importante, mais il y a des communautés qui sont arrivées au fur et à mesure des années, qui ont construit la Nouvelle-Calédonie et qui fait qu'on a une belle Nouvelle-Calédonie qui est multiculturelle. Et là aussi, je le redis, le projet du FLNKS ne prend pas du tout en compte cette multiculturalité de la Nouvelle-Calédonie. Et cette notion qu'on entend parfois, est-ce qu'on est plus calédonien que français, plus français que calédonien, d'abord français, d'abord calédonien, ça a une importance aujourd'hui ? Ouais, vous savez, moi je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'aime la Nouvelle-Calédonie, mais je suis français. Vous parlez aussi de développement durable dans ce programme, dans ce projet. C'est pour être dans l'air du temps ou c'est une vraie préoccupation de votre part ? Non, c'est une vraie préoccupation. On voit que la Nouvelle-Calédonie a des atouts en matière de développement économique dans le développement durable qui est gigantesque. C'est-à-dire que on a en matière d'énergie sur un secteur que j'ai la chance d'avoir au gouvernement, où on a un potentiel de développement qui est important. On a un lagon qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. On a été lauréat de territoires d'innovation dans le domaine du développement durable notamment. Donc il y a un potentiel de développement et de diversification de l'économie calédonienne qui est extrêmement important, et la France nous apporte une crédibilité, nous apporte du financement sur cette partie-là et un rayonnement qui peut aller très au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Un développement durable qui est possible avec le développement de l'énergie, de l'industrie du nickel. On sait que ça crée quand même un certain nombre de problèmes, de nuisances. Oui, on voit aujourd'hui que le mix énergétique calédonien, 75%, c'est la métallurgie. Et on a engagé, nous les loyalistes, c'est pas les indépendantistes qui ont engagé ça, une vraie volonté de verdissement de notre nickel en faisant rentrer justement des énergies renouvelables dans le secteur métallurgique, et qu'on puisse avoir ce qu'on appelle du green nickel et d'avoir un vrai avantage comparatif sur le marché international. Et ça, c'est vraiment un projet qui est porté par l'ensemble des loyalistes. Alors la deuxième partie de ce projet, passer le projet de société, les grandes valeurs qu'on a évoquées, c'est la solution institutionnelle. Ça peut être un peu étonné parce que jusqu'à présent, effectivement, on disait après l'accord de Nouméa, on ouvre des discussions, mais il n'y avait rien de vraiment clair. Mais vous, en clair, après l'accord de Nouméa, c'est pas le statu quo. Vous avez un projet pour faire évoluer les institutions calédoniennes. Oui, très clairement. On voit qu'on est arrivé au bout sur beaucoup de choses, et on arrive surtout sur un système qui devient antidémocratique. On le voit aujourd'hui au Congrès, où un élu du Nord et un élu des îles valent plus qu'un élu du Sud par rapport au nombre d'habitants. Et on peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun doit représenter le nombre de personnes qu'il y a dans sa province. Comme on est arrivé au bout du gouvernement collégial. C'était quelque chose qu'il fallait mettre à l'époque, c'était quelque chose qui était utile, mais aujourd'hui, le gouvernement collégial est un frein au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Il doit y avoir une instance de dialogue, et c'est ce qu'on propose. Et le gouvernement aurait dû être cette instance de dialogue entre les différentes forces politiques calédoniennes, mais aujourd'hui, on voit le temps qu'on prend pour prendre une décision, pour répondre aux préoccupations des Calédoniens. Il faut être maintenant beaucoup plus pragmatique, et c'est pour ça qu'on souhaite donner plus de compétences aux provinces pour être plus dans la réactivité et plus dans le développement. On voit, je vais prendre un exemple sur la compétence fiscale, qui est aujourd'hui une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, les provinces nord et les provinces des îles n'ont aucun intérêt à faire venir des entreprises sur place et à fixer des emplois, puisque l'impôt sur les sociétés est finalement reversé au budget de la Nouvelle-Calédonie, peu importe la localisation de l'entreprise. Si on donnait cette compétence fiscale
au moins sur l'impôt sur les sociétés aux provinces, les provinces se battraient pour avoir des entreprises sur place et se battraient pour avoir des emplois sur place. Donc c'est vraiment ce projet-là qu'on souhaite défendre. Mais cette compétence accrue pour les provinces, qui est un peu un retour à ce qui avait été fait en 88 avec la provincialisation, certains, vous savez, le critiquent en disant que c'est de la partition, que c'est chacun pour soi. Ça n'a aucun rapport. Pour vous, la Calédonie doit rester une et indivisible. C'est très clairement ce qui est écrit dans notre projet. Notre Calédonie, elle est unie. Il n'y a pas une question de partition. Nous sommes contre la partition, je le dis très clairement. Par contre, il y a une prise en compte de la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont différentes en province Nord, en province Sud et en province des îles. Et les provinces aujourd'hui, qui sont des collectivités majoritaires qui fonctionnent efficacement, permettront encore plus, si on arrive à faire évoluer ces compétences-là, à avoir une réponse beaucoup plus efficace pour les Calédoniens. C'est ça notre projet. Dans cette solution institutionnelle, l'État, bien sûr, la France garde un rôle important. Ça veut dire qu'elle assume toutes les compétences régaliennes. Ça, c'est indiscutable pour vous? C'est indiscutable et c'est un point non négociable sur la sortie de l'accord de Nouméa. La France, elle nous protège de l'extérieur avec tout ce qui est armée, surveillance de la zone économique exclusive, mais elle nous protège aussi de nous-mêmes en assurant un certain nombre de contrôles de la justice ou des compétences de l'article 27, puisque c'est d'actualité, vu que le FLNKS demande le transfert de contrôle de légalité. Ils aimeraient bien se contrôler eux-mêmes. Tout ça, ça nous protège à la fois de l'extérieur et de nous-mêmes. Et après, après l'accord de Nouméa, vous dites vous-même qu'il est périmé sur certains points. De toute façon, il était signé pour 20 ans. Après, vous souhaitez éviter le 3e référendum. Ça, on sait que c'est un point de blocage, que les indépendantistes notamment disent l'accord, tout l'accord, rien que l'accord, et il y a 3 référendums prévus, on ira jusqu'au 3. Ce 3e référendum, pour vous, il n'aurait pas de sens? De toute façon, il aura du sens. C'est-à-dire que s'il aura un sens, ce que nous on propose, c'est que on sorte de cette division à la sortie du second référendum. Les Calédoniens se seront exprimés 2 fois. Je l'espère, ils auront exprimé 2 fois massivement le fait qu'ils souhaitent le maintien dans la République. Il sera peut-être inutile parce qu'il faudra le répéter une 3e fois, mais si on peut en sortir avant, ça serait une bonne chose. Je crois qu'on a besoin de visibilité. Vous savez, moi je suis né en 1984, je n'ai connu que ça. Je n'ai connu que ça, cette incertitude institutionnelle ces dernières années où indépendance, pas indépendance, qu'est-ce qu'on construit pour la suite. Je pense que quand les Calédoniens se seront exprimés 2 fois, en plus avec un corps électoral qui a été largement modifié, je pense qu'il sera temps de se mettre au moins déjà autour d'une table pour construire un vrai futur à la Nouvelle-Calédonie. Et le seul vrai futur qui garantit une prospérité pour la Nouvelle-Calédonie, c'est un avenir dans la France. Les indépendantistes n'ont pas l'air prêts pour l'instant de se mettre autour d'une table. Vous pensez qu'ils seront convaincus après, si le non l'emporte, comme c'est très probable le 4 octobre, qu'ils seront convaincus d'ouvrir les discussions plus tôt que prévu? Je ne vais pas m'exprimer pour les indépendantistes, mais au moins c'est la proposition qu'on fera. C'est-à-dire que je crois que on est des responsables politiques et notre responsabilité, c'est de pouvoir échanger, même si on n'est pas d'accord, pour construire une Nouvelle-Calédonie qui se projette un petit peu. Alors l'État garde un rôle dans la solution actuelle que vous proposez. L'État qu'on n'entend pas beaucoup pour l'instant, est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit plus présent au-delà du document que vous avez lu, bien sûr, sur les implications pour le oui ou le non en fonction du oui ou du non au référendum? On ne l'entend pas. Ouais, enfin, ils sont en période de réserve actuellement, donc on va peut-être pas leur reprocher ça. Mais on les a pas entendus avant la réserve non plus. Non, c'est sûr. Enfin, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une prise de participation un peu plus forte de l'État français en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas été forcément le cas, mais on voit quand même qu'il y a un attachement important à la Nouvelle-Calédonie dans le soutien aux usines, dans le soutien à beaucoup de choses où l'État est très présent pour soutenir la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens, même bien au-delà des compétences qui sont les siennes. On l'a vu sur la crise du Covid où finalement certains critiquaient le prêt qui a été garanti par l'État. L'État nous a accompagnés pour payer les salaires de 20 000 personnes, donc la France est à nos côtés quand il le faut. Sur le fond, qu'est-ce qui différencie surtout votre projet de société de celui du FLNKS? Il a sorti 2 projets. Il y a 2 ans, c'était essentiellement axé sur les institutions. Le deuxième est un projet rénové qui vient compléter avec des éléments de la vie quotidienne. Sur le fond, à part le fait qu'ils appellent à voter oui, vous à voter non, qu'est-ce qui est vraiment différent c'est dans les rapports de la société, c'est dans les relations avec l'État,
Oui, sur la relation avec l'État, très clairement, ils en veulent pas. Donc, il y a une différence qui est majeure. Et nous, si je peux me permettre, enfin, je respecte le projet du FLNKS, mais c'est un projet qui est terriblement conservateur, terriblement de repli sur soi et terriblement identitaire. Et identitaire seulement kanak. La Calédonie, c'est pas ça. La Calédonie, elle doit être moderne, elle doit s'ouvrir sur le monde, elle doit permettre d'avoir un visage qui est multiculturel. Et ça, c'est le projet des loyalistes, un projet qui est qui s'oppose, qui est conservateur et identitaire face à un projet qui est moderne et qui est porteur d'avenir avec une France à nos côtés. Alors conservateur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à les entendre, et c'est un peu frappant dans cette campagne, c'est que rien ne changerait dans la vie quotidienne des Calédoniens en cas d'indépendance. Quand on voit leurs documents de campagne, ils pourront toujours financer les budgets publics, la France continuera à verser son aide financière, les retraites et les aides sociales seront maintenues, les jeunes pourront continuer leurs études en France, on gardera le même système de santé, les Calédoniens conserveront même la nationalité française et leur passeport, et on gardera la même monnaie. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça ? En fait, qu'ils appellent à voter non. C'est-à-dire que c'est parce que pour garder tout ça, il faut voter non. C'était très clairement ça. C'est-à-dire que dire que on va garder tout ça en appelant à voter oui, c'est un mensonge. C'est-à-dire que autant je respecte le projet du FLNKS et c'est libre à eux de prôner l'indépendance. Néanmoins, il y a un document qui a été fait justement par l'État pour expliquer les conséquences du oui et les conséquences du non. Et les conséquences d'un oui à l'indépendance, c'est marqué noir sur blanc dans le document de l'État. Les transferts financiers seront caducs. 170 milliards en moins. Il faut que les indépendantistes m'expliquent qu'avec 170 milliards en moins, comment on finance l'enseignement, 46 milliards, comment on finance tout le développement économique qui nous est apporté par la défiscalisation, comment on finance tout ce qui est apporté sur les aides sociales qui sont données par l'État en partie. Donc très clairement, c'est un mensonge. Et donc finalement, si les indépendantistes souhaitent garder tout ça, il ferait mieux d'appeler à voter non et qu'on puisse construire enfin une Nouvelle-Calédonie. On n'en est pas là pour l'instant. Non, malheureusement. En attendant cette semaine, l'actualité a été très dense au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et le membre du gouvernement que vous êtes y a bien sûr assisté. Débat sur l'usine du Sud, débat sur le prêt AFD, débat sur le budget supplémentaire. Qu'est-ce que vous retenez de ces séances ? On a senti une ambiance un peu tendue, un peu électrique parfois. Oui, beaucoup d'irresponsabilité surtout. C'est-à-dire que on voit que il y a des indépendantistes qui, à mon avis, perdent pied sur beaucoup de choses et qui voient que leur campagne ne prend pas et donc essayent de se radicaliser. Ce qui est dommage, mais au final, ils sont dans la campagne référendaire. Et on a une personne, en l'occurrence Philippe Gomez, je le citerai pas beaucoup plus que ça, mais qui ne supporte toujours pas d'avoir été sanctionné très violemment par les électeurs, à la fois aux élections provinciales et aux élections municipales, et qui mène une politique de la terre brûlée. C'est totalement irresponsable, et je crois que le député qu'il est doit se ressaisir le plus rapidement possible, parce que les propos qu'il a tenus lors du débat sur le prêt AFD sur la France, n'est certainement pas digne d'un député de la nation. Mais toujours est-il on a vu quand même l'émergence d'une majorité, alors de fait ou de circonstance, entre Calédonie Ensemble et les indépendantistes, notamment sur l'adoption de la motion préjudicielle qui a reporté l'examen du budget supplémentaire. Ça veut dire que vous allez être empêché de mettre en œuvre le programme pour lequel vous avez été élu ? C'est beaucoup plus compliqué c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on gagne les élections aujourd'hui avec un score qui est quand même assez historique aux dernières élections provinciales. Malgré tout, on est empêché de gouverner sur un certain nombre de sujets parce qu'il y a des alliances de circonstances. La majorité que vous avez citée, finalement, a pas eu lieu hier au Congrès puisque l'UCFLNKS a voté le budget supplémentaire. L'éveil océanien aussi, Calédonie Ensemble et le Palika se sont abstenus. Et l'exemple de ce budget supplémentaire montre toute l'irresponsabilité, c'est tellement triste de voir qu'on a perdu 15 jours sur un vote du budget où on a mis en danger tout le dispositif sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, on a mis en danger le financement des entreprises, le paiement des salaires des fonctionnaires, pour ne pas faire un seul amendement. Pas un seul amendement qui a été déposé par ces élus-là pour le budget supplémentaire qui a été voté finalement à l'unanimité, si on considère que les abstentions sont une unanimité. C'est leur choix, c'est pas le nôtre, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique, et je pense que ça contribue à décrédibiliser encore un peu plus la politique. Nous, on changera pas, on proposera les mesures sur lesquelles on a été élu. S'ils veulent pas les voter, ça sera leur choix. Il y a eu également un grand débat sur l'usine du Sud en début de semaine au Congrès. L'usine du Sud, c'est
un vrai problème aujourd'hui, une vraie préoccupation. Il y a des pistes aujourd'hui pour éviter que l'usine ne ferme. On en est où tout le monde dit on travaille dessus, mais le calendrier est court là aussi. Oui, le calendrier est très court. On ne peut pas se permettre que l'usine du Sud ferme. C'est plus de 3000 familles. Et là aussi, quand je parle d'irresponsabilité, on ne peut pas se permettre, pour des raisons politiciennes, de jouer avec la vie de Calédoniens qui risquent de perdre leur emploi. Moi, je salue l'action qui a été menée hier par Luçon et qui a justement ramené l'église au centre du village en disant que c'était leurs emplois et leur vie de famille qui étaient concernés. Là aussi, il y a une implication qui est totale de la part de la présidente de la province Sud, qui est tous les jours presque en visioconférence avec Valémonde, avec l'Élysée, avec l'État, avec les agences de participation de l'État qui est à nos côtés sur ce sujet-là. Et on se bat. On se bat réellement pour que l'usine du Sud trouve des perspectives. On voit qu'elle a trouvé de la rentabilité. On voit qu'elle a des marchés pour les 10 prochaines années. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un repreneur pour donner un petit peu de visibilité. Mais on va vous dire, il y a un repreneur, il est local, c'est la Sofinor, il se propose, il a un plan de financement, il est soutenu par un certain nombre de partis politiques et de coutumiers. Pourquoi pas lui, ce serait fait? Ouais, vous savez, Valais et l'usine du Sud ont pris la banque Rothschild pour analyser les offres des différents pétitionnaires à la reprise de l'usine du Sud. La banque Rothschild a considéré que l'offre n'était pas crédible. Valémonde a considéré que l'offre n'était pas crédible. Et le président de Valais Nouvelle-Calédonie nous a montré l'offre de la Sofinor lors de la commission plénière qui s'est tenue cette semaine au Congrès. Deux pages A4 pour une offre de 100 milliards. Je crois pas que c'est très sérieux. Et surtout quand on a 1000 milliards de dettes dans le Nord, je crois qu'il faut ramener un petit peu de raison et il faut arrêter d'instrumentaliser et les coutumiers et les partis politiques pour avoir des ambitions personnelles qui mettent en danger les salariés de Valais NC, mais aussi toute la Nouvelle-Calédonie. Alors, Christopher Gilles, vous êtes membre du gouvernement porte-parole, mais aussi membre en charge de l'économie et des mesures de relance. Entre la crise des usines, la crise sanitaire, est-ce qu'on peut encore parler de relance aujourd'hui? Est-ce que le terme n'est pas caduc? Ouais, je pensais pas faire 2 lois de relance en 6 mois. C'était pas ce qui était prévu à la base quand on a pris nos responsabilités en mai 2019. Mais on a travaillé avec les différents partenaires économiques. On a eu l'occasion d'avoir une table ronde économique. On travaille avec les différentes collectivités pour prendre des mesures qui soutiennent l'économie. On a déjà eu des mesures de sauvegarde qui nous ont permis de maintenir l'économie. Et on voit que l'économie calédonienne sauf sur certains secteurs, a globalement bien résisté à cette crise. Quand on voit que la France a perdu 10 points de PIB sur cette année, c'est pas le cas pour la Nouvelle-Calédonie où on a un recul de croissance, mais on n'est pas à ce niveau-là. On est quoi, 3,8, 4? Ouais, on est à peu près à ça, donc on a quand même réussi à maintenir globalement la consommation et les investissements, mais il faut prendre des nouvelles mesures et il faut donner des perspectives, c'est-à-dire qu'on prendra des mesures de court terme, mais on prend aussi des mesures de long terme pour diversifier l'économie calédonienne dans le secteur du numérique, dans les secteurs des énergies renouvelables, et on annoncera tout ça juste après le référendum avec un vrai véritable plan de relance, mais un plan de transformation de l'économie calédonienne pour donner aussi, au-delà du politique, de la visibilité économique aux entreprises. Et là, vous aurez une majorité, vous sentez une volonté de tous de relancer l'économie calédonienne ou de... Je ne sais pas s'il y a une volonté de tous, en tout cas c'est l'intérêt de tous, et j'espère qu'après le référendum, la raison reviendra. Et alors avant le référendum, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Campagne de terrain ou est-ce que les membres du gouvernement prennent du recul dans cette période-là ou au contraire, est-ce qu'ils mouillent la chemise et qu'ils font campagne? On n'arrête pas de travailler. Par contre, on n'a plus de séance du gouvernement jusqu'au référendum. On continue à travailler sur nos dossiers, sur la question de la relance économique, sur la question de la fiscalité, et les autres membres du gouvernement sont dans le même cas parce qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie continue à tourner malgré cette période de campagne. Mais oui, on mouille la chemise, c'est-à-dire que on est en réunion tous les soirs. On a des équipes qui tapent aux portes tous les jours pour aller voir les abstentionnistes qui n'ont pas voté au dernier référendum. Ils les appellent. On était avec les jeunes cette semaine. On sera à Kouekara avec les Iliens dimanche. On a des réunions, ce qu'on appelle un peu Tupperware dans les quartiers, les communes, partout en Nouvelle-Calédonie. On a des gens amarrés encore qui sont aujourd'hui pour aller convaincre. Donc très clairement, on est sur le terrain et on fait tout ce qu'il faut pour que le non l'emporte le plus largement possible le 4 octobre prochain.
L'ambiance, vous la sentez comment? Vous avez l'impression que les choses se passent bien, que c'est plutôt porteur? Ou on a vu que le comité des sages s'inquiétait de l'ambiance de cette campagne. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Oui, il y a une agitation qui est politique, mais finalement, quand on est sur le terrain, j'étais à Lifou il y a quelques temps de ça, on est très bien accueillis, même par les indépendantistes. C'est-à-dire que on a le droit de penser différemment. Ça s'appelle la démocratie. Et finalement, c'est peut-être certains leaders qui ont tendance à radicaliser, peut-être que parce qu'ils ont peur que la campagne ne prenne pas et que ça accroche pas et que leurs jeunes posent de plus en plus de questions, leurs femmes posent de plus en plus de questions et donc nous on se concentre sur notre campagne. C'est une vraie fierté d'avoir réussi cette union des loyalistes qui était demandée par beaucoup et qui nous permet aujourd'hui de démultiplier les actions de terrain contrairement à la première campagne référendaire. Et la campagne officielle commence, elle, à partir de lundi. On verra là les clips de campagne notamment. Ça y est, c'est enregistré, tout est en boîte. C'est en cours d'enregistrement. On a quasiment tout réalisé. On a une équipe qui a été formidable parce que, la réalisation de ces clips de campagne, c'est toujours un sacerdoce qui est vrai. Faut être dedans pour voir ce que c'est. Mais j'invite tous les Calédoniens à les regarder parce qu'on est assez fiers de ces clips. Voilà. Eh bien, de toute façon, on regardera. Merci Christopher Gillet d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45, et que vous pourrez retrouver dans un instant en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.